Plus de tranquillité de sommeil pour les vendeurs de l'essence de contrebande. Depuis le 5 juin dernier, les députés de la 7e législature adoptaient au petit matin le nouveau code pénal en République du Bénin, dont l'article 930 dispose désormais des sanctions pénales. Tendons-nous vers l'éradication définitive du commerce informel de ce liquide. Le défi est-il possible? Est-il possible de le relever de façon pacifique? Ce sont autant d'interrogations autour desquelles nous ferons le décryptage. En dossier de la semaine, nous essaierons de voir pourquoi, en période de jeûne musulman, les produits de grande consommation flambent de prix et les solutions envisageables. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Amandine Aniabossou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mini-journal. Fait à base de néré, la moutarde au Bénin est un produit agroalimentaire traditionnel. Elle est utilisée comme assaisonnement dans la cuisson d'un bon nombre de repas. Beaucoup de Béninois apprécient la moutarde. Ils détiennent même des méthodes de conservation qu'ils reçoivent des revendeuses. Afinti, la moutarde à la béninoise, c'est un reportage de Léonida Anzo et Igor Ayosso présenté par Nadège Sani. Communément appelée Afinti au Bénin, la moutarde locale fabriquée à base de graines de néré est un produit agroalimentaire très prisé. Les procédés de fabrication diffèrent d'une région à l'autre et selon l'origine ethnique des productrices. En conséquence, plusieurs variétés de ce condiment odorant s'offrent sur le marché. Le prix de vente de cet aliment dépend de la mesure. Il peut être vendu en détail comme en gros. Des moyens pour conserver ce produit ont été développés par cette femme. Ce condiment, produit à base de graines de néré fermentées, est fréquemment consommé par la population béninoise. Il constitue l'un des ingrédients de sauce qui accompagnent quelques aliments de base. Les poissons morts pêchés sur le lac Toho ont été incinérés après le drame. Mais avant leur incinération, ces poissons morts, interdits de consommation, ont été fumés et mis en vente par les bonnes dames de la localité. Fort heureusement, les consommateurs ont été réticents et ont refusé d'acheter ces poissons fumés dont la qualité reste encore douteuse. Par conséquent, aucun cas de maladie ou de décès n'a encore été enregistré dans les établissements de soins suite à notre descente dans la commune d'Atiémé. Le reportage est signé Rose Danondé. Les poissons morts sortis du lac Toho n'ont pas trouvé d'acheteurs. Et là, je salue les consommateurs. Je les remercie. Parce que les consommateurs ont compris le danger. Ils ne veulent pas acheter les poissons. Les bonnes dames ont dit qu'elles n'arrivent pas à vendre. Elles n'achètent pas. Donc, on ne peut pas aller chercher. Avec cette situation, la réticence des consommateurs, ça a mis tout le monde au pas. Dès que nous avons appris que les poissons sont en train d'être acheminés vers Debout, nous avons alerté notre collègue qui est dans le Koufo, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche du Koufo, qui a dépêché, qui a envoyé ses collaborateurs sur le terrain. La direction départementale de la police républicaine a été saisie, du Koufo a été saisie, ils ont déplacé les gens de telle façon que ça a été arrêté. Au niveau d'Atiémé, on a arrêté des stocks là aussi, on les a retournés. Dans les centres de santé et hôpitaux environnants, aucun cas de maladie suite à la consommation de ces poissons n'a été enregistré. Peut-être que ça peut évoluer dans le temps. On n'a pas les signes aigus.
pour le moment, des signes cliniques aigus, mais ça peut évoluer dans le temps. 1 an, 2 ans, on ne sait pas encore. Jusque-là, on n'a rien eu pour le moment. Peut-être que chez l'homme, ça a des effets très lents. C'est possible que ça ait des effets très lents chez l'homme. C'est pourquoi on dit à la population, il ne faut pas manger. Attendez un peu la suite des résultats du laboratoire par rapport à ces produits. À la survenue du drame, plusieurs informations ont nourri les réseaux sociaux. Des rumeurs montées de toutes pièces selon les autorités compétentes. Tout ce qui a comme vie dans l'eau, c'est ça qui est touché. Ce qu'on dit que c'est les carpes seulement, c'est faux. Nous nous insurgeons contre ça, c'est faux. Ce que nous avons évalué, c'est ça aussi la difficulté. Nous avons évalué ce qui est perdu sur la ferme. Mais au niveau des paysans, ce qui est pêché, on n'a pas pu. Il y a eu un débat la dernière fois où on disait que c'est des bassins, il a déversé. Non, c'est là, dans ce périmètre-là, sur le lac, qu'il a implanté les cages avec ces filets-là que nous avons sortis aujourd'hui. Donc c'est quand le vent a balayé le produit toxique, ça l'a envoyé dans cette partie, dans ces cages. C'est là où les poissons sont. Nous avons enlevé ces poissons qu'on a incinérés. On peut vous amener sur le site d'incinération aussi tout à l'heure, vous allez voir, pour montrer que ce n'est pas sur le site du propriétaire, du fermier, qu'on a fait l'incinération, ni proche du lac. Une fois sur les lieux d'incinération, loin de la ferme d'environ 800 mètres, rien à s'y enlever. C'est une incinération faite dans les règles de l'art. Nous sommes sur le site, c'est bien compacté, tout est fait avec technicité. Il ne peut pas avoir de fouilles après pour prendre quoi que ce soit ici. C'est éloigné du lac, il n'y a pas de risque de pollution. La dimension de la fosse est 3 sur 1,5. Ce que nous avons pris, c'est ce que nous avons vu chez M. Olivier Zaga, c'est à peu près 8 tonnes de poissons. 8 tonnes de poissons. Mais quand on les a mis à l'air libre, sous le soleil, et pendant 5 jours avant qu'on incinère, nous sommes retrouvés à 1,7 tonne. Il y a l'évaporation. Vous avez vu, il y a d'autres poissons qui sont restés encore en large, on n'a pas pu les prendre. Des mesures urgentes sont prises pour prévenir des impacts sanitaires. C'est un véhicule à 3 roues connu sous l'appellation de tricycle. Il est souvent utilisé comme moyen de transport des marchandises. Son couloir de circulation est le même que celui des motos à 2 roues. Très utile pour les usagers, le tricycle est désigné comme la cause de plusieurs accidents de circulation. Le Centre national de sécurité routière revient sur le sujet et parle des dispositions et des conditions de conduite du tricycle. C'est dans ce reportage signé Malini Tibozo et Mathieu Sokeno. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a 2 formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Quand on prend les tricycles comme par exemple tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de ces tricycles-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent leur passer le permis pour pouvoir conduire ces tricycles-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les 2 roues, comme les conducteurs à 2 roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire, c'est les mêmes conducteurs de 2 roues qui se retrouvent
être conducteur de 3 roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons, pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Tokpa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, il n'était pas vecteur d'insécurité routière. Fin de ce mini-journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous, Amadine, la fine fleur du jardin de quelqu'un. Bon dimanche à vous. Et on enchaîne tout de suite avec la revue de presse économique de l'actualité. C'est une réalisation de Herman Amega. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal des journaux. Pour son 7 millième numéro paru lundi dernier, le quotidien du service public est revenu sur la déclaration du président Patrice Talon à la tribune de l'UNESCO. À la manchette du journal La Nation donc, on lit aisément ces propos du chef de l'État, je cite, « La circulation des biens culturels, un moyen de lutte contre la pauvreté ». Fin de citation. Le quotidien fait savoir que le chef de l'État a prononcé un discours qui résonnera encore longtemps dans le subconscient collectif. Il a fait remarquer que le Bénin s'est engagé dans un programme de développement du secteur de la culture et du tourisme. L'intégralité de sa déclaration est publiée dans les colonnes du quotidien de service public. Autre pan de l'actualité, la première édition du Forum de l'innovation Made in Africa a eu lieu en fin de semaine dernière, nous apprend l'économiste. Cet événement a pour but d'établir les bases d'une plateforme pour aider les entrepreneurs à concevoir et lancer des projets innovants à fort impact social. Un concours dénommé Challenge Fund a mis en compétition des startups innovants qui proposent des solutions pour améliorer l'expérience touristique du Bénin. Le vainqueur, nous dit mon confrère, va bénéficier d'un financement allant jusqu'à 300 millions de francs CFA. Comment parvenir à l'instauration d'un enseignement qualitatif dans le sous-secteur de l'enseignement primaire au Bénin? La question préoccupe le ministre de tutelle Karimou Saliman. Best Info nous informe qu'une enquête a été lancée lundi dernier et vise les écoles maternelles et primaires. Au cours de cette enquête, écrit l'événement du jour, dans ces colonnes, des informations physiques et fonctionnelles seront relevées pour permettre au gouvernement d'apporter une thérapie de choc aux maux qui minent l'école béninoise. La SB2E verra très prochainement son réseau d'électrification élargi. Les parlementaires ont ratifié l'autorisation d'un prêt de 5 49 217 600 francs CFA au profit de la restructuration et de l'extension du système de réparation et de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique. Ce projet va permettre à la SB2E de disposer d'un potentiel supplémentaire de 40 000 nouveaux abonnés. On en vient à cette actualité liée à l'interdiction du commerce des carburants de contrebande au Bénin. La Nation nous informe que le nouveau code pénal adopté à l'unanimité par les députés l'interdit. L'introduction et le commerce des produits pétroliers sur tout le territoire national par des personnes physiques ou morales autres que la Sonacop sont désormais passibles de sanctions telles que la confiscation des produits et des moyens de transport, le paiement d'une amende et l'emprisonnement du contrevenant.
La peine encourue va de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme, précise le journal. Les sachets plastiques n'auront plus droit de citer au Bénin et le préfet du littoral donne déjà le ton. L'événement du jour affiche à sa une les propos de Modeste Toboula, je cite, « La guerre contre les sachets plastiques à Cotonou sera sans état d'âme ». Fin de citation. Le quotidien nous renseigne que cette annonce a été faite à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et du reboisement. Sous un tout autre registre à présent, les chiffres de la campagne cotonnière 2017-2018 sont enfin connus. Le Bénin a atteint un record de près de 600 000 tonnes, titre l'économiste. Bénin Intelligent constate pour sa part que le Bénin accroît ses capacités d'égrenage après une production cotonnière florissante, 597 786 tonnes pour une superficie totale emblavée de 530 145 hectares, soit un accroissement de 222% contre la campagne 2015-2016 qui affichait une production de 269 222 tonnes. On laisse de côté le coton pour parler cette fois-ci du manioc. On se dirige vers la mise en place d'une stratégie de gestion des maladies virales du manioc à travers le programme WAVE, nous apprend Fraternité. La Nation nous en dit davantage. Selon le quotidien de service public, une réunion se tient à Cotonou et réunit les ministres en charge de l'agriculture, de la recherche scientifique des pays membres du programme ouest-africain d'épidémiologie virale, WAVE en abrégé, des experts techniques, de même que des responsables institutionnels et leaders traditionnels y seront présents. Il s'agit donc de trouver des solutions à la menace des maladies virales du manioc sur la sécurité alimentaire en Afrique. Une parenthèse culturelle pour une information funeste. L'inventeur du rythme gogoron d'Ahoué Doto n'est plus. Les journaux en ont fait cas dans leur parution. Paix à l'âme du disparu. Fin de cette revue de presse. Bon dimanche et à bientôt. Merci Herman pour ce journal, des journaux assez fournis. Le Payor aux abords des voies, stop, vous courez des risques d'emprisonnement. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les députés béninois qui ont légiféré. Cette actualité, on la décrypte juste derrière ce rideau. Mes invités, ils sont déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Marcel Zomeno. Bonjour. Bonjour, Roch. La pleine forme? Oui, ça va très bien. Vous êtes journaliste au quotidien La Nouvelle Tribune, actuellement en suspension, prononcée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mais vous êtes journaliste, vous le demeurez d'ailleurs. Oui. Et c'est pour cela que nous vous avons invité sur ce plateau pour opiner de façon objective sur cette actualité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et en face de vous, lui, il s'appelle, bienvenue, Agba Sagan. Bonjour. Bonjour à vous. La pleine femme aussi. Effectivement. Vous êtes journaliste. Vous étiez autrefois au quotidien Repère Média et également à Une Africa TV. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Ouais. Depuis des décennies, des régimes qui se sont succédés ont tenté en vain de mettre un terme à ce commerce illicite des produits pétroliers. Aujourd'hui, même s'il n'est pas encore promulgué, hein, il existe désormais des dispositions légales pour sanctionner les vendeurs illicites de ce produit. Pensez-vous que la solution est enfin trouvée? D'abord, je vais faire une analyse bipartite parce que lorsqu'on parle de la solution, on demande si la solution est tout trouvée. D'abord, je dirais, comme le professeur Kwasigan, quelle est ma loi? C'est-à-dire quelle loi qui répond aux aspirations populaires d'un État donné. Et donc, vous savez, par le passé, le Bénin n'avait pas de code pénal. Aujourd'hui, on a inséré maintenant dans notre code pénal la loi sur la répression du Payor au Bénin. D'abord, il faudrait dire dans un premier temps que c'est salutaire. Cependant, lorsque nous allons entrer, nous allons décortiquer les dispositions, nous allons voir que le législateur béninois a manqué de certaines souplesses par rapport à cette loi ou bien à cette disposition
Parce que lorsque nous tenons compte de la définition du droit pénal, nous allons voir que le législateur a manqué donc d'une décence sociale, permettez-moi de le dire de cette façon, sur les différentes dispositions. Je sais que nous allons y revenir. Donc vous êtes, si je vous comprends bien, vous restez sceptique quant à l'applicabilité de cette loi qui a été votée par les députés. D'abord, lorsqu'une loi est votée, il y a le caractère efficace et efficient de la règle de droit. Et donc, à partir de cet instant, on dit pour qu'une loi vive, il faudrait que cette loi réponde à l'aspiration populaire ou bien soit reine dans le milieu juridique donné. C'est vrai que nous devons réprimer le paillon, mais la façon donc le législateur a légiféré cela, c'est ça qui crée un peu de problème. Et donc, l'efficacité, on en aura, mais pas dans la passivité. D'accord, très bien. Marcel Zoumeno, vous avez écouté Bienvenue à Bassagan donner son opinion par rapport à cette actualité. Dites-nous quelles sont les chances de succès de cette loi qui a été votée et qui dérange déjà le sommeil des vendeurs de l'essence de contrebande. D'abord, je voudrais faire une première clarification. Et je crois que la loi qui est votée, ce n'est pas une loi spécifique à la répression de la vente illicite. C'est le code de procédure pénale. Et contrairement à ce que mon ami confrère disait tout à l'heure, on avait un code qui est désuet et on a décidé cette fois-ci de prendre un nouveau code. Et donc, il y a quelques dispositions du code qui interdisent la vente de l'essence frélatée. Notamment les articles 930. Tout à fait. Et 921 et 929 également. Moi, je me réjouis d'abord que les députés, les législateurs béninois aient pu prendre cette disposition parce que, comme tu le disais tout à l'heure, depuis les présidents Kérékou, on a vu des luttes contre la corruption ici, mais on a l'impression que ça n'a pas souvent évolué. Cette fois-ci, au moins, on a un support juridique, une base sur laquelle on peut mener cette lutte, même si la loi par ailleurs n'est pas promulguée. Mais c'est pour moi, ce qui me désole dans le vote de cette loi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu des préalables qui ont été c'est au niveau de ces préalables qu'on peut avoir à faire un débat. Sinon, quand vous parlez de préalables, vous mettez l'accent sur quoi concrètement? Je mets l'accent sur le premier aspect sur lequel je mets l'accent, c'est la SONACOP. La loi a dit qu'aujourd'hui, c'est seulement la SONACOP qui a le pouvoir, qui a les prérogatives de faire ce commerce. Quel est l'état aujourd'hui de la SONACOP? Nous le savons, il y a tout un débat qu'on peut faire là-dessus. Et maintenant, si on reste sur cet aspect, ça veut dire que même les stations privées qui se sont installées, qu'on voit un peu partout dans les grandes villes du Bénin, ne sont pas autorisées à vendre des produits pétroliers. C'est ce que ça veut dire selon les tests? Ils peuvent vendre, mais ils sont obligés d'acheter la matière première chez la SONACOP. C'est-à-dire que c'est la SONACOP qui a elle seule ce pouvoir d'importer le produit, mais elle peut avoir des prestataires qui distribuent, c'est des distributeurs, des prestataires de la SONACOP. Et donc, donner le monopole de ce secteur à la SONACOP, qui aujourd'hui, nous savons que c'est une société qui est presque moribonde. Disons les choses par les mots. La SONACOP aujourd'hui a des problèmes de distribution, nous le savons. La SONACOP aujourd'hui a des problèmes de rupture de stock fréquents. Et quand je parle de distribution, je prends par exemple le cas de la ville de Porto-Novo. Quand vous allez à Porto-Novo, il y a trois ou quatre stations. Et les 3 stations sont concentrées à l'entrée de la ville. Et donc, ça pose un problème de distribution. Les populations qui sont à Vrankou, qui sont à Dangbo, qui sont peut-être à Ifanyi, comment vont-elles avoir le produit? Ça, c'est un problème que nous devons régler. Et tant qu'on n'est pas réglé ce problème, je trouve que c'était trop prématuré de prendre... C'est vrai que c'est un problème qui crève l'œil. On en voit très peu de stations-service de la SONACOP dans nos villes aujourd'hui. Parfois, vous les voyez dans des états de vétusté très avancé. Mais aujourd'hui, on voit des stations privées sortir de sous terre un peu partout dans les grandes villes et même dans certains milieux reculés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une décision qui a été bien mûrie et que ces sociétés, ces stations privées vont quelque peu combler l'attente
au niveau de ces localités? D'abord, il y a un rectificatif que je vais faire très rapidement parce qu'il s'agit du code pénal. Et le code pénal qu'on utilisait, c'était le code pénal français. Et donc, qui est appliqué en vertu donc, du décret du 6 mai 1877. Et donc, ce code pénal que nous avons voté aujourd'hui, c'est un nouveau code pénal pour le Bénin parce que c'est pourquoi je disais, quand vous recevez la loi d'une autre personne, ça vous offre le confort du minimaliste. Et donc, à partir de cet instant, cette loi, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que nous parlons de la SONACOP, la loi a dit que la SONACOP a la possibilité donc de donner aussi l'agrément à d'autres secteurs, en tout cas à d'autres fournisseurs ou bien à d'autres structures qui décident aujourd'hui donc d'aller dans ce domaine-là. Et donc à partir de cet instant, le monopole, c'est vrai qu'il y a un monopole fictif, il faudrait le préciser, qui a été concédé donc à la SONACOP. Mais aujourd'hui, il faudrait dire, nous avons combien de stations services de la SONACOP? On vous a compris. Maintenant, répondez à ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que les stations privées que nous avons aujourd'hui ont comblé le vide? Ça, jamais, il faudrait le préciser. Si on fait le sondage, vous pensez que la dame qui est à Gara, la dame qui est à Dango, peut aller donc aux stations-service pour aller s'en en procurer? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait même dire, parce que la loi va même jusqu'à parler de pétrole. Et donc, les pétroles, nous savons comment ça se commercialise. Au fait, cette loi, c'est vrai, on dit, la loi est votée pour un espace donné. Mais il faudrait comprendre que la loi, l'application de cette loi sera concentrée seulement à Cotonou, à Porto-Novo et dans certaines villes, à Parakou, je peux aussi le dire de cette façon. Donc, il n'y a pas de station suffisante pour pouvoir régler ce problème-là. D'accord. Et vous pensez qu'il faut aller à la force pour régler ce problème? Non, non, pas tout de suite. C'est pourquoi je dis il faut accorder un délai moratoire. Parce que l'État, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de défense sociale. Parce qu'il faudrait prévoir des mesures de prévention et de rééducation. C'est l'un des aspects de la loi pénale. Et donc, le législateur a oublié ces aspects. Parce que quand nous voyons les répressions, ce qui a été prévu, d'abord, on a érigé la répression du croyant, on a érigé dans la hiérarchie des infractions en tant qu'un délit. Et lorsque vous voyez la peine que le législateur a prévue, on a dit confiscation des objets, on va saisir aussi les motos utilisées, vous allez payer une amende qui ne sera pas inférieure à 100 000 francs et vous serez emprisonné de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement. Et donc si nous mettons tout ça ensemble, d'abord si le contribuable béninois avait la possibilité de ces 100 000 francs, il aurait entré dans d'autres commerces. C'est vrai qu'il y a des grossistes en la matière qui en bénéficient. Si cette personne avait ces 100 000 francs, je suis sûr que cette personne rentrerait dans une autre business. Ok, très bien. Marcel, vous savez, hein, la principale des raisons qui fait qu'aujourd'hui les Béninois ne sont pas réguliers à la pompe, c'est le coût justement du litre à la station. À la station, vous prenez l'essence à 510 francs, alors qu'au bord des voies, c'est peut-être à 290, à 300 ou à 325 francs. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, pour vraiment arriver à bout de ce commerce illicite des produits pétroliers, revoir ou définir une nouvelle stratégie au niveau des prix? Oui, je crois qu'il y a un travail à faire au niveau des prix parce que vous savez que quand c'est moins cher quelque part, on préfère aller là-bas. Et donc, je ne sais pas comment le gouvernement pourra régler ce problème, mais je crois que dans beaucoup de pays, il y a ce que nous appelons les subventions de l'État dans le secteur, même au Nigeria, qui est un pays producteur, le pétrole est subventionné. C'est d'ailleurs grâce à cette subvention que nous arrivons à acheter le paillot ici à ce coût-là. Et en temps, parlant des stations, je disais que même si aujourd'hui, on a quelques stations privées qui s'installent, on a vu dans les grandes villes comme Cotonou, Porto-Novo, mais il faut que ça soit un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et sur les grands axes routiers du pays aussi, parce que ça, c'est aussi un aspect que nous oublions. Ce n'est pas seulement dans les grandes agglomérations qu'on a besoin de stations. On a besoin de stations sur les grands axes aussi. Et je crois qu'avec le monopole qui est redonné à la SONACOP, quand il parle du monopole, c'est, comme il a dit, c'est un monopole entre griffes. Et donc, la SONACOP, avec ses prestataires, peut voir un peu, revoir la carte du pays et voir comment ils peuvent couvrir le pays. Mais quand on aura fini de régler ces problèmes, il faut penser à ces milliers, des millions même selon certains, de Béninois qui vivent de cette activité aujourd'hui et que la loi oblige maintenant à aller faire autre chose. Ils diront fait quoi? Vous faites bien d'en parler parce que la loi ne concerne pas que les produits pétroliers, il y a également les lubrifiants et autres dérivés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le secteur de la fourniture
fourniture de ces lubrifiants. Est-ce qu'il faut parler aujourd'hui, est-ce que ces lubrifiants que l'on sert à la population sont aussi des lubrifiants, je ne sais pas comment on le dit, hein, des lubrifiants frelatés? On les voit bien dans des bidons bien conservés. Est-ce que vous pensez que cette loi ne va pas créer aussi du chômage au niveau de ceux-là? C'était ça, parce que lorsque une loi est votée, il faut chercher aussi l'aspect économique de cette loi-là. Il faut chercher l'aspect politique, il faut chercher l'aspect juridique de cette loi-là. Seulement que le problème qui se pose aujourd'hui, les gens rentreront systématiquement en chômage. Il faudrait le préciser. Lorsqu'on parle de lubrifiants, vous savez que la Sonacop a trois différents produits. Il y a les produits noirs, les produits blancs et les produits emballés. Et donc, ce sont ces produits emballés, c'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. On a dit que le monopole revient totalement à la Sonacop. Donc, eux aussi, parce que l'importation, la façon dont cela est rentré sur le territoire, c'est ce qu'il faudrait savoir. C'est ça qui confère la qualité de frelaté. Et donc, si on dit frelaté, c'est parce que c'est rentré sur le territoire de manière illicite. Et donc, c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de paillot et on met aussi les lubrifiants dedans. Force doit rester à la loi, mais la loi, je dis souvent, la loi, elle est faite pour les hommes. Les hommes ne sont pas faits pour la loi. C'est ce que le législateur doit comprendre et assouplir des mesures et demander donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la reconversion. On avait parlé entre-temps de la reconversion de ces gens-là parce que des milliers de bouches se nourrissent de cette affaire-là. Et donc prendre ça systématiquement avec force, je vous assure tout qu'il aura des tollés. D'autres seront même prêts à perdre leur vie pour ça parce qu'ils nourrissent leur famille avec. Il faut trouver un mécanisme. La loi, c'est vrai, mais il faut trouver des mécanismes pour satisfaire le peuple. Merci beaucoup. Et cela tient lieu de votre mot de fin. Merci à vous. Bienvenue à Basagan. Marcel Zoumenou, que faut-il faire aujourd'hui pour que cette loi puisse vraiment aider à régler ce problème de façon pacifique? Je crois ça devait être fait en amont, mais malheureusement, il fallait réunir ceux qui, je crois qu'ils ont une association, ceux qui vendent l'essence Paillot, discuter réellement avec eux et voir avec eux quelles peuvent être les possibilités de reconversion qu'on peut leur trouver. Si on ne règle pas ce problème, on aurait pris une loi qui va créer des dommages et des désagréments dans le pays, surtout sur le plan social. Nous savons qu'aujourd'hui, déjà, on a des difficultés actuellement dans le pays et mettre près d'1 million, 2 millions selon certains, de Béninois au chômage du jour au lendemain, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi, mon mot de fin, je voudrais inviter le chef d'État à réfléchir 2 fois avant de promulguer cette loi. Même si en temps la Cour constitutionnelle lui donnait le contrôle, la conformité de constitutionnalité. Je l'invite à réfléchir parce que au-delà de tout, un État est d'abord là pour servir les populations et pour les aider à avoir le bien-être. Absolument, on vous aura compris. Merci à vous Marcel Zoumenou d'être passé. Merci également à vous, bienvenue. Mesdames et messieurs, Week Echo se poursuit et tout de suite nous enchaînons avec le dossier de la semaine. La période du jeûne musulman rime souvent avec la flambée des prix des produits de grande consommation. Est-ce parce que ça mange beaucoup pendant cette période où ce sont les commerçants qui choisissent délibérément d'augmenter les prix pour faire plus de bénéfices? En tout cas, nous en parlerons dans quelques minutes avec un spécialiste du domaine. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Marcel Ahossi. Mois de Ramadan, les musulmans sont en jeûne. 30 jours au cours desquels ils ne doivent ni manger ni boire de l'aube au coucher du soleil. Au Bénin, ce mois saint du calendrier islamique rime très souvent avec spéculation. Cela fait près d'1 mois que j'ai pris ces oignons, le sac à 20 000 francs. Actuellement, c'est déjà à 28 000 francs et plus. Alors qu'il y a quelques semaines, on en trouvait jusqu'à 15 000 francs. Même l'ail local qu'on a pris le mois dernier à 35 000 francs est déjà à 45 000 francs.
Nous sommes au marché Saint-Michel, à quelques mètres du marché international d'Antokpa, dans la capitale économique. Martine, l'une des vendeuses du marché, affirme que la flambée des prix n'épargne aucun produit. Tout est cher, tous les produits alimentaires. Le manioc qu'on prenait à 1000 francs est monté jusqu'à 13 000 francs aujourd'hui. 13 000 francs. Les gens disent que ce sont les musulmans qui mangent beaucoup. Mais nous ne savons pas aussi si ce sont nos importateurs qui jouent sur les prix. À quelques pas d'elle, on retrouve Joséphine. Elle est vendeuse de fruits. Chez elle, le problème n'est pas le même. Au niveau des fruits, là, il n'y a pas d'augmentation. Les fruits sont moins chers maintenant. Tous les fruits. Les pommes, bananes, mangues, tout est moins cher maintenant. Mais le seul problème qu'on a là, c'est qu'il n'y a pas les acheteurs qui viennent. C'est le seul problème qu'on a. La responsabilité, dans ces conditions, est imputée aux opérateurs économiques et aux commerçants. Est-ce qu'il n'a pas un État? Il n'a pas la loi? Alors, quand les villes individus sont plus forts que l'État, vous voulez quoi? Dans les pays bien respectés, on respecte les prix fixés. Pendant votre révolution, quand vous parlez des commerçants véreux, ils sont toujours là. C'est ceux-là qu'on appelle les commerçants véreux. Le mois de Ramadan arrive, ils savent que le musulman, quoi qu'en soient les circonstances, il doit acheter. Et il a l'argent. Il n'a pas d'argent, il doit gêner parce qu'il sait que c'est le mois de la solidarité. Partout, il y a les hommes francs et les hommes qui ne sont pas francs. Les conditions, c'est ça la pauvreté. On n'a rien. Tout le monde, quand quelque chose arrive, on profite. Même si le jeûne est très bénéfique pour les fidèles musulmans qui en observent les prescriptions, tout le monde devra faire face au phénomène de la hausse des prix, devenu pratique courante au cours du mois de Ramadan. Voilà. Jude Fagbemi, vous êtes commissionné agréé en douane, commerçant, importateur de produits de grande consommation également. Vous aidez les commerçants également à faire sortir leurs marchandises. Bonjour. Bonjour. Et merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez entendu assez de récriminations contre vous. Vous aurez en tout cas le temps d'y répondre. Bonjour à vous, Marcel. Roch, merci et bonjour. Vous étiez sur le terrain. Vous avez été chargé par les femmes vendeuses du marché. Bon, chargé, c'est trop dit. C'est peut-être le moment de vous décharger sur. Alors, Jude Fagbemi, bonjour. Alors, bonjour. Merci de venir à nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez suivi avec nous l'élément, votre réaction? L'élément montre la réalité du terrain parce que c'est les acteurs qui ont parlé et nous n'allons pas, n'allons pas dire que ce qui est dit, ce que ces acteurs-là disent est faux. Voilà, n'est pas vrai, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent la chose. On aura le temps d'en revenir tout à l'heure. Vous êtes aussi dans le système et cette situation devenue courante et qui s'observe pratiquement à tous les mois de Ramadan, quelles sont selon vous les éventuelles causes? Bon, disons, je suis un peu peiné par la réaction de ceux que vous avez interviewés, mais... vous voulez parler des dames du marché? Des dames du marché et tous ceux qui sont intervenus. Et pourquoi vous êtes peiné? Je suis un peu peiné parce que je vois les peines de ces acteurs du commerce, surtout ces vendeuses qui ne vendent pas ou ces bonnes dames qui disent que voilà, elles ne vendent pas, les prix sont chers, et puis aussi les consommateurs qui se plaignent. Et donc, apparemment, personne n'est
n'est content de la situation. Moi, je trouve plutôt que c'est une conjoncture, une situation générale. Les facteurs qui expliquent cette situation peuvent se trouver ici comme ailleurs. Mais il y a un constat, Monsieur Fagbemi. À chaque période de jeûne musulman, on assiste toujours à la flambée des prix des produits de grande consommation. Pourquoi? Bon, à chaque période de jeûne musulman, je dirais peut-être que cela s'explique par le fait que les musulmans achètent beaucoup en période de jeûne. Ce n'est pas parce qu'ils mangent plus qu'avant, parce que le jeûne, c'est... tout à l'heure a donc en partie raison. La période de jeûne est une période d'abstinence. Et donc les musulmans ne mangent pas plus qu'avant, mais ils font beaucoup plus d'œuvres de solidarité à travers l'aumône, à travers le partage qui les oblige à appeler ceux qui sont indigents, les amis, les voisins. Les amis. Et bon, donc cette vie de fraternité les oblige à acheter. Même les non-musulmans aussi. Pour les soutenir. Pour les soutenir, voilà. Et donc, les oblige à acheter beaucoup plus qu'ils le faisaient avant. Et donc, il y a certains commerçants qui sont des commerçants qui profitent de la situation et vendent un peu plus cher qu'avant. Et cela concerne surtout les denrées alimentaires. Et justement, les dames ont dit, ils ont abordé cette question-là. Ils ont dit que ce sont les importateurs, les commerçants qui sont à la base de cette situation. Qu'en dites-vous réellement? Parce que vous êtes dans le système, vous savez ce qui se passe. Bon, les commerçants sont à la base de cette situation, on peut le dire en partie, mais c'est pourquoi je disais que cette situation s'explique par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs endogènes, mais il y a aussi des facteurs exogènes. N'oublions pas que nous sommes en pleine crise économique. Ça, c'est connu de tous. Et la crise économique n'est pas une crise nationale, elle est une crise internationale. Si. Et donc, n'oublions pas aussi que l'économie béninoise est largement tributaire de celle du Nigeria. Nigeria, ce géant voisin, où ça ne va pas actuellement. Et donc, nous ressentons l'effet automatiquement dans les activités commerciales chez nous. Donc, tous ces facteurs sont à analyser. Et donc, on ne peut dire que c'est uniquement les commerçants que, parce qu'ils sont véreux, ils ont augmenté les prix, et les consommateurs n'arrivent pas à en acheter. Non, on ne peut pas le dire sans un minimum, un peu de réserve, j'allais dire. Les produits agroalimentaires sont plus concernés. Dites-nous, est-ce qu'il n'est pas aussi question de saison? Disons, une question de saison, d'accord, mais aussi une question de, disons, de réforme au niveau de la chaîne portuaire. Parce que nous sommes commissionnaires agréés en douane et c'est notre spécialité. Actuellement, il y a des réformes en cours et ces réformes influencent aussi, disons, l'activité commerciale, pas négativement, mais il y a encore quelques réglages en cours. Nous sommes en train de contribuer à améliorer la chose. Et donc, il y a toutes ces influences qui impactent le marché. Lorsque vous parlez d'influence, lorsque vous parlez des réformes au port, est-ce qu'il y a eu augmentation du prix de dédouanement pour faire sortir les marchandises? Parce que c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer l'augmentation des prix de ces produits sur le marché. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu augmentation des prix de dédouanement de certains produits? Augmentation de prix de dédouanement, il n'y a pas d'augmentation de prix de dédouanement. Alors qu'est-ce qui peut justifier? S'il n'y a pas d'augmentation, alors il n'y a pas de raison que les prix augmentent. Il n'y a pas d'augmentation, mais il y a un nouveau système qui oblige nous déclarants, parce que nous intervenons pour le compte des commerçants, et donc il nous oblige à déclarer les marchandises à leur juste valeur.
Et donc autrefois, vous ne les déclariez pas à leur juste valeur? Non, autrefois, il y avait des... Non, on les déclarait à leur juste valeur, mais il y avait des facilités, il y avait des contrats de performance. Et je peux quand même vous dire que la réforme ne touche pas trop les denrées alimentaires. Par exemple, lorsque nous prenons un produit comme le riz, et il y a des facilités de dédouanement de ces produits de grande consommation. Mais on ne peut quand même occulter le fait que ces réformes elles sont nouvelles, et elles sont utiles, mais il y a quand même de petits réglages à faire et cela impacte forcément le marché et il faut l'avouer. D'accord. Et que faut-il faire aujourd'hui pour que le consommateur lambda puisse avoir la facilité d'aller au marché et d'acheter et pour que les vendeurs aussi puissent vraiment souffler? Que faut-il faire aujourd'hui? Nous allons d'abord lancer un appel aux commerçants, leur dire de ne pas profiter des périodes pour augmenter de façon fantaisiste. Parce que c'est réel. Ça, c'est une réalité. Et donc, nous lançons cet appel aux commerçants et nous lançons aussi un appel aux autorités de la chaîne de dédouanement des marchandises pour une flexibilité, disons, par ces périodes de réforme. Parce que, je vous ai dit tantôt, il y a encore quelques réglages à faire. Il y a des formations qui sont en train d'être organisées. Et donc, tout ça, il faut que la flexibilité soit de mise. Il faut que la bonne foi soit de mise pour qu'ensemble, nous puissions arriver quand même à cerner la situation et à ne pas être victime de la crise. Parce que la crise, je vous l'ai dit tantôt, elle existe déjà, elle est une réalité. Et donc, par une période de crise, s'il y a encore de petites difficultés de part et d'autre, cela ne fait qu'aggraver la situation. Et au-delà de la crise économique que nous traversons actuellement, c'est devenu une pratique courante. Et chaque année, on assiste à cela. Donc, même sans qu'il n'y ait pas de crise, la situation est là et elle est vécue tous les ans. Donc, dans une activité où la demande est forte, forcément, il y a risque de surenchère aussi. Et donc, en période de Ramadan, les musulmans achètent beaucoup et partagent beaucoup. Et comme la demande est forte, les commerçants profitent de la situation parce que peut-être les sources d'approvisionnement aussi deviennent un peu plus compliquées, parce que quand un produit est plus demandé, et même au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la source, il y a la demande est forte de l'autre côté aussi, les fournisseurs. Par ces temps de Ramadan, j'allais dire. Et donc, la source aussi, ça augmente et puis ça répercute sur le marché. D'accord. Donc, ça explique aussi un peu le fait que les prix augmentent légèrement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu de trop? Parce que la dame, on disait tout à l'heure que l'oignon, par exemple, qui est vendu il y a 1 mois ou 2 mois à 14 000 francs, 15 000 francs, est passé déjà à 28 000 francs et plus. Ah oui, il y a certains qui font assez de stock avant le début du Ramadan. Ces bonnes dames ou ces commerçants stockent des marchandises et ces stocks constituent une charge. Alors qu'en période normale, c'est des denrées qui sont achetées et qui sont écoulées automatiquement. Et donc, il n'y a pas de surcharge ou il n'y a pas de surtaxe, j'allais dire. Mais si vous achetez un produit et vous stockez le produit pendant un temps, il y a des frais qui s'ajoutent parce qu'il y a le gardiennage, il y a le magasinage et tous ces frais s'ajoutent à ces marchandises-là au moment de les vendre. Donc, les paramètres sont plusieurs, on ne peut pas dire c'est à cause de telle situation, il faut le faire. On va appeler chacun à une prise de conscience parce que nous sommes en période difficile et il ne faudrait pas que
à cause de nos comportements, les choses soient beaucoup plus difficiles pour nos paisibles populations. D'accord. Plusieurs fois, hein, vous avez sorti un mot, vous avez dit qu'il faut encore certains réglages. Oui. C'est un spécialiste du domaine qui parle. Vous êtes commissionnaire agréé en douane. Lorsque vous dites qu'il y a encore certains réglages à faire, que voulez-vous dire concrètement pour conclure cet entretien? Certains réglages à faire, notamment au niveau de la vérification des marchandises, de la taxation des marchandises à leur enlèvement au niveau du port de Cotonou et aussi de certaines frontières. Vous savez, vous connaissez la société Bénin Contrôle qui est chargée de tasser les marchandises et aussi de scanner, de contrôler les marchandises et le suivi électronique des marchandises en transit. Et donc, cette société est chargée des réformes portuaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et donc, les marchandises, avant leur dédouanement, doivent subir, disons, une validation au niveau de cette société. Et cette société étant nouvellement installée, il y a certaines habitudes qui ne sont pas encore automatisées. Voyez-vous, par exemple, des marchandises qui sont importées, les agents de Bénin Contrôle, le personnel a besoin de savoir, d'avoir beaucoup plus de renseignements sur la marchandise pour pouvoir confirmer la valeur proposée par le commerçant, voyez-vous. Et donc, il arrive que des requêtes soient envoyées au déclarant pour lui demander, disons, la matière qui a servi à fabriquer cette marchandise, voyez-vous. Et donc, pour le moment, nous sommes, disons, au début du système et il y a ces petites enquêtes qui retardent un peu les choses. Et j'espère que d'ici là, lorsque les techniciens de Bénin Contrôle auront compris le système et auront assimilé la chose, ce serait plus fluide au niveau de la sortie du document qu'on appelle l'AVD, l'attestation de vérification des documents. Voilà. Très bien. Jude Anissé, merci à vous. Hein. Nous aurons le temps de revenir un peu sur ce que vous expliquiez, le fonctionnement au niveau du port de Cotonou. En tout cas, merci pour ces explications que vous nous avez fournies par rapport aux raisons qui pourraient justifier la flambée des prix de première consommation et de grande consommation en période de Ramadan. Merci également à vous, Marcela Rossi. Merci moi. Et allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Wikeko, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dimanche à partir de 11h. Sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.